Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute. Bon, bah déjà, merci beaucoup d'être arrivés jusqu'à nous après ces 2 jours et demi de rencontre, après une soirée endiablée. Merci d'être là. En tout cas, on peut déjà souligner votre courage. C'est déjà beau. Je me présente, je suis Claire Loera, je suis animatrice et je suis également conseillère en rencontres professionnelles, donc sous le patronyme Clalou, voilà, le nom de mon entreprise. Et cet après-midi, je vais donc intervenir avec Clémence Chazot, des Mountain Sisters, mais qui a aussi un métier dans la vie. Elle va revenir sur le collectif Mountain Sisters, l'association, et puis elle va vous présenter peut-être un petit peu ce qu'elle fait. Alors bonjour à tous. Effectivement, moi dans la vie de tous les jours, en fait, je suis responsable marketing et stratégie pour un groupe privé dans la station d'Avoria, basé en Haute-Savoie. Voilà, on est spécialisé dans l'hospitality, la restauration et les loisirs. Et puis aujourd'hui, je viens plutôt avec ma casquette de cofondatrice de l'association Mountain Sisters. Alors je vous en dirai un petit peu plus par la suite dans l'atelier, mais c'est une association en fait qui avait pour vocation de rendre visible en fait l'expertise professionnelle des femmes en montagne et de pouvoir leur donner confiance pour ouvrir leur propre voie VOIX et voie VOIE. Voilà. Et la troisième personne devait être Laurence Giuliani, mais du coup, on l'a réquisitionnée sur la conclusion. Donc voilà, elle doit travailler à ça. Donc on l'en excuse. Je voulais juste débuter par un petit temps d'échange. Déjà, l'égalité professionnelle, en 1 ou 2 mots comme ça à la volée, c'est quoi pour vous? L'égalité professionnelle femmes-hommes? Égalité de salaire, ok. Ouais, mais pour vous, c'est ça la définition. Ah oui, il faudrait peut-être qu'on passe les micros si c'est possible, je crois, pour l'enregistrement, c'est optimal, ouais. Non, je disais tout simplement, arrêtons de tourner autour du pot, même salaire, non négociable. Même salaire, ok. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent ajouter, complexifier? C'est aussi tenir compte des spécificités hommes-femmes, quoi. Une femme, ça fait des gosses, ça a ses règles, donc il faut aussi que dans l'entreprise, ça puisse être vécu sans que ça crée de la différence, quoi. Super. Bon bah voilà, on a fini notre job en fait. Non, allez-y, pardon. Avoir la même considération en l'expertise. Ouais, ok, super. Est-ce qu'il y en a qui souhaitaient, certaines ou certains, qui souhaitaient rajouter? Et là, juste devant. Les mêmes opportunités pour évoluer. Ouais, de promotion, super. Alors, ce que j'ai fait, c'est une petite définition de l'égalité professionnelle. Donc, dans l'entreprise, elle désigne l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en termes d'accès à l'emploi, à la formation, à la mobilité, à la promotion et en termes d'égalité salariale. Donc, c'est un peu tout ce que vous avez cité. Depuis quelque temps, on a donc l'index de l'égalité professionnelle qui est rentré dans les lois. Toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Chaque année, ils doivent le déclarer au plus tard le 1er mars. Et le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a mis en place un simulateur calculateur ainsi qu'un dispositif d'accompagnement sur tout ça pour vous aider dans la démarche. Le calcul de l'index, c'est selon 4 ou 5 indicateurs, selon le nombre de personnes dans l'entreprise. Donc il y a l'écart de rémunération pris en compte entre les femmes et les hommes, l'écart de répartition des augmentations individuelles, l'écart de répartition des promotions, nombre de salariés augmentés à leur retour de congé mat, et ça, oh Dieu sait que c'est important, et parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. Ok, ça c'était la définition chiante. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller au-delà de la définition légale et vraiment de voir des dispositifs sympas, voilà, à mettre en place dans vos entreprises, dans vos établissements touristiques pour vraiment établir une égalité entre les femmes et les hommes. Et justement, l'idée, c'est vraiment d'échanger. On va vous présenter quelques idées, quelques tips, et puis vous nous direz si ça vous parle ou quoi. Donc pour débuter, on va vraiment se dire comment on réfléchit tout le processus d'emploi
des ressources humaines, etc. dans son entreprise. Alors tout d'abord, ça va jusqu'au début, la fiche de poste en fait. Comment la réfléchir aussi pour complètement dégenrer en fait les métiers sur lesquels on souhaite employer. L'entretien d'embauche aussi, être attentif sur les questions genrées. Ensuite, la stratégie d'entreprise, comment on libère la parole, comment aussi on met en place des dispositifs pour la parentalité. Donc ça, on va aussi en parler un petit peu plus tard. Assouplir vraiment la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait des allers-retours, c'est-à-dire qu'on va vous présenter des dispositifs, on va vous présenter les Montagne Sisters, et vraiment, il ne faut pas hésiter à échanger, à prendre la parole, parce que c'est l'occasion, on libère la parole. Donc, offre d'emploi, je débute sur comment dégenrer les postes du tourisme. Bon, nous, on a beaucoup de femmes à l'accueil, on a beaucoup de femmes dans le tourisme. Après, effectivement, quand on est dans le monde des startups, on a plus d'hommes dans les mondes du numérique. Donc voilà, comment on dégenre un peu les postes de manière générale. Alors, je te laisse peut-être expliquer le concept. Alors, le plafond de verre. Le plafond de verre, en fait, c'est un concept qui a été établi dans les années 70. Donc, ça ne date pas d'hier non plus. Et il désigne finalement les barrières invisibles qui empêchent les femmes d'accéder à des postes de responsabilité. Aujourd'hui, il faut savoir que les femmes sont quand même plus diplômées que les hommes, mais qu'il n'y a que 33% des femmes à des postes de direction en France. Si on parle de PDG, on tombe à 2 ou 3%. Voilà, donc ça vous donne déjà une idée un petit peu des inégalités qu'il peut y avoir. Chez les Mountain Sisters, on a mené une étude sur la place des professionnels en montagne. Donc, il y a une grosse partie quand même qui est liée au tourisme. Plus de la moitié des répondants étaient issus des métiers du tourisme. Et on voit qu'en ressenti, il y a plus d'une femme sur deux qui pense qu'il est difficile de progresser hiérarchiquement dans son entreprise. 15% d'hommes versus 44% de femmes considèrent qu'il y a une différence de prise de considération des avis des hommes et des femmes au sein de leur travail. Donc on voit quand même que la perception déjà en termes de genre n'est pas la même sur la parole qu'on peut avoir et le poids qu'on peut peser dans les décisions de l'entreprise au quotidien. Merci. Hop, c'est disparu. Aussi, ce qu'on peut observer, c'est aussi rien qu'en fait, le processus de recrutement est biaisé déjà dès le départ sur notamment la lecture des fiches de poste. En fait, on se rend compte que les femmes, elles vont lire beaucoup plus l'intitulé du poste, enfin toutes les missions qu'il y aura à l'intérieur, etc. Alors que l'homme va plus s'intéresser à l'entreprise. Ça, c'est un chiffre que je vous présente là, qui vient de LinkedIn. 68% des femmes sont avant tout attentives à l'importance de la description et les avantages sociaux. Alors que les hommes, je vous dis, vont plus s'intéresser en fait au nom de l'entreprise et puis ce qui est fait. Et le salaire, évidemment. Mais là, je les remets. Désormais, hommes comme femmes sont quand même attentives aux critères salariales, de plus en plus. Donc, en fait, c'est ce qu'on souhaitait dire, c'est mettre les avantages dès la fiche de poste, ou en tout cas les indiquer sur les réseaux sociaux. Alors là, pour les candidats hommes comme femmes, c'est intéressant aussi, mettre les avantages comme les mutuelles, là comme les salles de sport, les cuisines, enfin voilà, les horaires assouplis, les jours de télétravail. Vraiment, ne pas hésiter à le mettre via vos sites web. Si vous avez un espace pro, par exemple, sur vos sites web de destination, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre vos avantages et puis les indiquer dès la fiche de poste. Puisque ça, même pour la génération à venir, alors j'aime pas dire ça parce que je n'en fais pas partie, la génération Z, c'est hyper important ce type d'information. Ensuite, ce qu'on vous propose aussi sur la fiche de poste, c'est de décoder au maximum le masculin et le féminin des offres d'emploi. Là, je vous ai mis un petit outil qui est un décodeur de genre. En fait, on rentre la fiche de poste et ça permet de décoder les termes qui sont codés au masculin et les termes qui sont codés au féminin. Et c'est assez intéressant, c'est un outil anglais qui permet vraiment de savoir ce terme-là, ça va plus parler aux hommes, ce terme-là, ça va plus parler aux femmes. Alors l'idée, c'est difficile d'être dans une neutralité totale, mais ça permet quand même de se dire quel biais je donne en tout cas dès la fiche de poste. Là, on peut se dire là, je vous ai mis plusieurs exemples de mots codés au masculin et de mots codés au féminin. Voilà, aventureux, autonome pour les hommes, etc. Tout ce qui est interpersonnel dans les règles collectives, ça va plus parler aux femmes. Mais voilà, de toute manière, c'est juste vous en avoir conscience en fait que dès la fiche de poste, ça peut biaiser les candidatures. Aussi, ce que je voulais vous présenter, c'est Adyen, qui est une entreprise de paiement,
qui, à la fin des fiches de poste, alors là, plus pour les postes qu'on pourrait dire masculins, ils mettent « Les études montrent que les femmes et les membres des communautés sous-représentées ne postulent à un emploi que s'ils remplissent 100% des conditions requises. Cela vous ressemble? Si c'est le cas, Hayden vous encourage à reconsidérer votre candidature. Nous l'attendons avec impatience. » Donc c'est intéressant aussi. Ça permet aussi de donner une impulsion et que les choses changent. Dans certaines entreprises, il est aussi mis en place des stratégies pour effectivement retenir sur tous les postes, retenir 2 candidatures hommes et 2 candidatures femmes sur tous les postes, pour permettre une équité au maximum. Et puis, on en parlait hier, intégrer plus de femmes dans les comités de direction, intégrer plus d'hommes à l'accueil, pourquoi pas, changer un peu les codes de genre. Alors, là, on en a parlé hier, donc je vais aller assez rapidement. Donc l'Union européenne fixe des quotas de femmes dans les conseils d'administration privée, ça vous le savez, et au rythme actuel, il faudrait 202 ans pour atteindre la parité au travail. On en parlait hier, tous les métiers du care, effectivement, sont plus féminins, etc. Donc comment on fait pour changer les choses? Là aussi, on voulait parler d'une chose importante sur les entretiens d'embauche, comment aussi éviter les questions genrées. Parce que, alors déjà, c'est puni par la loi, hein. Il ne faut pas parler de savoir si on a des enfants, si on a une situation personnelle compliquée, etc. Donc ça, vraiment être attentif à ça. Donc je reviendrai d'ailleurs là-dessus avec un descriptif des questions à poser et à ne pas poser. Là, ce qui est intéressant, l'image que je vous ai mis, c'était une campagne, c'était une blague. C'était un vrai site qu'ils ont créé, Pink Job, recrutez une femme et faites des économies. Et ça demandait en fait, venez chercher, il y a des profils de femmes et vous ferez des économies, vous pourrez les payer moins. Et en fait, on arrivait à la fin du site web, on savait que c'était une campagne juste pour dénoncer en fait les inégalités entre les salaires des hommes et des femmes. Mais je trouvais ça assez sympa, donc je vous l'ai remis. Mais comme quoi. Allez. Vous n'êtes pas stressé? Non, si. Si? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Oui, je vous remercie. Je vais la remettre. Est-ce que ça vous dérange de mettre un peu plus de noir pour de contraste? Oui. Hop. Et je vous remets la vidéo et on en reparle après. Vous n'êtes pas stressé? Non, si. Si? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric O, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un? Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière? Pas trop, en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Et là, si vous pouviez vous adresser à des jeunes hommes qui pensent même pas à se lancer dans ce genre de carrière, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je ne m'adresse jamais qu'aux jeunes hommes, je m'adresse aux jeunes gens. Vous avez un poste dans lequel vous doutez certainement tous les jours. Comment vous gérez le syndrome de l'imposteur? Je doute. Pourquoi? Non, je doute pas. Vous êtes plutôt combatif et doux, créatif et doux, ou carrément agressif et doux? Je dirais que je suis combatif, créatif et doux. Et doux. Ah oui, tous les hommes sont doux. On est tous doux. Ah oui. Le mot doux ne doit pas être celui qui me caractérise le plus. Est-ce que vous arrivez à pas vous laisser submerger par vos émotions? Parce que toute cette charge mentale, parfois ça donne envie de sortir de ses gonds, non? Ah oui, ça m'arrive. Hein. C'est pas... Mais je crois que ça arrive à tous les hommes. C'est pas... Bien sûr. Même s'ils ne l'admettent pas. Et on va passer maintenant au vrai sujet. C'est quoi votre morning routine? Alors je me lève, je prends ma douche. J'essaie de me laver. Je regarde mon téléphone. Je lis le journal. Je vais prendre un café. J'ai un produit génial, c'est Augustineuse Bader, une petite crème, c'est un truc de fou. Est-ce que vous avez une adresse beauté à Paris? Bah non. Pas petite salutation au soleil, à 6h du matin, Miracle Morning, tout ça? Non.
Et on arrive déjà à la dernière question, mais que je suis obligée de poser parce que tous les journalistes la posent. Est-ce qu'en tant que féministe, on vous reproche d'être trop agressif ? Est-ce qu'en tant que féministe, on reproche d'être trop agressif ? On vous la pose tout le temps, cette question. Ouais. On reproche de ne pas être assez féministe, assez constamment féministe. Et on n'est jamais assez féministe. Je pense pas, je pense que ça fait partie de la personnalité. Je sais pas quoi répondre à dire. C'est pas mal. C'est la répétition en fait qui est un peu agaçante. Donc vous l'avez vu, c'était « Et si on posait les mêmes questions aux hommes ?» C'était une campagne qui a été proposée par Sista et Mirova Forward et qui ont lancé cette campagne pour interpeller sur le traitement médiatique des dirigeantes et des entrepreneuses. Donc voilà, c'est assez marrant de voir si on posait la question aux hommes, comment ça se passerait. Et voilà, la plupart du temps, ils sont étonnés ou ils en rient. Enfin voilà, ce truc beauté. Ce décalage. Non. C'est vraiment chouette cette vidéo. Donc voilà, on vous la conseille de la re-regarder parce que je m'en lasse jamais. Ça fait plusieurs fois que je la vois, mais je m'en lasse jamais. Donc voilà. Alors, vraiment, tout ce qui est sur l'entretien d'embauche, faut pas hésiter à sortir du genre. Donc vraiment, une femme ne sera pas forcément moins disponible du fait de ses contraintes familiales. Un homme n'aura pas plus de poigne pour animer une équipe difficile, pour gérer des publics compliqués. Le sens du détail, l'empathie et l'écoute ne sont pas des compétences purement féminines. Le leadership, la combativité, l'autorité ne sont pas des compétences purement masculines. Là, je vous ai mis le tableau, je ne sais pas si vous le voyez très bien. En tout cas, c'est voilà les questions à arrêter de poser. Êtes-vous marié ? Non, on ne pose pas. Combien d'enfants ? Est-ce que vous comptez avoir des enfants ? Non, non, non. Vraiment, on en parlait encore hier. Il y a une participante qui nous disait voilà, qu'elle avait passé un entretien il n'y a pas longtemps où effectivement, à 25 ans, on lui demandait si elle comptait avoir des enfants. Donc ça, c'est vraiment non, c'est vraiment pas légal. Donc tout ce qui est lié à la parentalité, etc., on oublie. Enfin vraiment, même on en parlait avec Clémence tout à l'heure, même les discussions un peu en off, on a fini l'entretien et puis en fait, on vous sert autour un petit café. d'un café. Voilà, on vous pose la question. Et vous avez des enfants, machin, pour vous soutenir. C'est non. Enfin, vraiment, sur l'entretien d'embauche, ça ne rentre pas en fait dans le travail qu'on va vous demander en tout cas. Donc voilà, en tout cas, il y a toutes les questions à ne pas poser dans l'entretien, quoi. Et vous, comment ça se passe sur ces deux étapes-là ? Enfin, si vous avez déjà, soit vous embauchez des fois ou vous recrutez dans vos entreprises touristiques, ou au contraire, vous avez vécu des entretiens d'embauche où vous avez été recruté dans des entreprises touristiques. Comment ça s'est passé ? Et puis, vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a des dispositifs intéressants ? Quels sont les freins éventuels que vous pourriez voir à la mise en place de ces dispositifs ? C'est beaucoup de questions, là, à cette heure-là. Mais en tout cas, voilà, sur les deux étapes, qu'est-ce que vous en avez pensé sur l'entretien d'embauche et recrutement ? Est-ce que vous trouvez ça intéressant comme type de dispositif ? Est-ce que vous y voyez des freins ? Oh, vous a laissé quoi ? Je crois qu'il a c'est juste pour passer le micro. Ouais, s'il y a d'éventuels échanges. Non ? Oui ? Ou si vous avez connu des situations aussi. C'était juste pour dire qu'en fait, on est dans des environnements en fait, où il y a beaucoup de personnel féminin. Oui. Du coup, l'embauche de l'homme est un peu plus la rareté. Et enfin, moi, j'ai l'impression que du coup, on essaie de rétablir un espèce d'équilibre en embauchant plus d'hommes finalement dans le domaine du tourisme. Donc, à l'accueil ou dans les postes de chargé de mission ou globalement. Ouais, je dirais même plus globalement. Ouais. Alors, je pense que ça dépend vraiment des métiers. Nous, par exemple, sur l'étude, on voyait que pour des directeurs de stations de montagne, sur 250 stations, il y a 6 postes qui sont occupés par des femmes. Et sur les offices du tourisme aussi, effectivement, la majorité en fait, des employés vont être des femmes. Par contre, sur les postes de direction, on a une grosse majorité d'hommes. Sur les montagnes, ouais, sur la montagne. On revient à ce fameux plafond de verre. Plafond de glace, comme elles appelaient. Oui, en montagne, c'est Marion Poitvin qui appelle ça le plafond de glace. Mais c'est très bien. Moi, je réalise en fait que je suis un peu hors la loi parce que je pose une question interdite. Alors peut-être que je la pose mal, notamment concernant le travail le week-end, parce qu'effectivement,
Avec les tensions de recrutement en ce moment, le travail le dimanche, le samedi, on sait que ça peut faire peur à certains candidats ou candidates. Du coup, comment on interpelle un potentiel collaborateur sur cette question-là sans rentrer dans le côté familial, interdit en fait des choses par rapport au travail le week-end. Voilà, faut quand même s'assurer, je pense, en tant que capitaine d'équipe, que le collaborateur a conscience que dans notre domaine, c'est aussi être sur le terrain le week-end. Après, vous l'indiquez dans la fiche de poste. Oui. Mais bon. Le repréciser. Oui, vous le reprécisez, mais c'est bien de le repréciser à chaque entretien. C'est juste de voir comment c'est perçu. Est-ce qu'il va manifester des postures, on va dire, un petit peu... On sent que c'est un sujet qui le ferme ou finalement que c'est quelque chose de complètement acquis pour lui. C'est peut-être plus un test, mais... Je pense que c'est quelque chose à aborder complètement librement. Il y a des gens qui vont peut-être avoir leurs enfants à garder le week-end. Il y en a d'autres qui vont avoir le match de rugby ou, je sais pas, une balade en montagne ou quoi que ce soit. Donc en fait, on va tous avoir des intérêts différents dans nos vies, des centres d'intérêt dans nos vies qui vont être importants. Donc je pense qu'il faut l'aborder vraiment de manière ouverte. Et puis la deuxième chose, ça va être les infrastructures. Aujourd'hui en montagne, on a beaucoup de chance. On a des infrastructures qui sont là pour garder les enfants. Nous, en saison, par exemple, c'est 7 jours sur 7 à Avoria. La crèche est ouverte 7 jours sur 7 à Avoria, dimanche compris, jour férié compris. Donc c'est peut-être aussi sur ce type de dispositif aujourd'hui qu'il faut travailler avec les communes, surtout des communes qui sont touristiques. Il y a de l'argent qui rentre grâce au tourisme dans ces communes, il y a des taxes de séjour. Et pourquoi elles ne serviraient pas aujourd'hui à pouvoir aider la vie locale des gens qui travaillent sur ce territoire pour leur permettre d'avoir une vie facilitée. Non. C'est bon ? Non, j'en ai une question, moi, finalement. S'il y a quelqu'un d'autre à moi. Oui, je vais venir vous apporter le micro. Sur les dispositifs intéressants par rapport à la question que tu viens de poser, moi, je me suis aperçue aussi que, comme Céline, ça peut m'arriver de poser des questions pas clean, mais c'est comme si je me permettais de le faire parce que je suis moi-même une femme, parce que je suis moi-même une maman, parce que, donc peut-être que là, je me permets de le faire. Cela dit, dans les dispositifs intéressants, moi, je ne peux pas tout inscrire dans la description de poste. Parce que sinon, justement, c'est chiant, c'est trop long à lire. Sur les affichages et tout ça, donc on y va vraiment avec des éléments accrocheurs essentiels. Et pour moi, l'entrevue sert à davantage valider des éléments particuliers d'un curriculum vitae, des éléments particuliers de du poste, de la tâche, de conditions aussi liées au travail. Et donc, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je viens valider, plutôt que de demander est-ce que c'est un problème de faire garder vos enfants, genre s'il faut travailler le week-end. Il ne faut pas le poser comme ça. Non, il ne faut pas le poser comme ça. Il y a une façon de le poser et ce serait, c'est un poste qui exige, par exemple, à telle fréquence de travailler les fins de semaine ou qui requiert des fois des déplacements à l'extérieur de la région, parfois même à l'extérieur du pays. Faut le savoir, je le répète. Donc j'aimerais que vous le considériez également. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas ? Je n'ai pas besoin d'écouter la réponse, mais je dépose. Je me permets de déposer. Moi, c'est un petit truc. Oui, je ne sais pas si ça marche à chaque fois. Pour compléter, c'est ça. Plutôt poser la question sous l'angle du travail, en fait. Dire est-ce que vous pouvez travailler le week-end plutôt que est-ce que vous avez des enfants et vous avez que vous ne pouvez pas gérer le week-end. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir si vous pensez réellement, c'est une question un peu bizarre, que les métiers d'hommes n'existent réellement pas, si vraiment tous les métiers sont accessibles par hommes et femmes. Tous les métiers du monde ? Tous. Moi, je considère Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a certains métiers qui sont quand même obligatoirement discriminants pour les femmes ? Moi, alors, c'est un piège et non un piège, j'en sais rien, parce qu'après on va dire tous les métiers physiques où ça demande de la force physique, on va se dire pourquoi il y a des femmes, mais il en existe. Donc dans tous les métiers techniques, dans tous les métiers, je sais pas, mon compagnon il travaille dans une entreprise de grue, il y a des femmes, dans les travaux publics il y a de plus en plus de femmes. Après, l'idée, c'est pas vraiment d'avoir une égalité à 100%, dans tous les postes, mais c'est plutôt qu'en fait les conditions soient pareilles partout. C'est pas parce que c'est des métiers féminins
purement féminins qui doivent être moins rémunérés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Et là, c'est ce dont on parlait aussi hier, c'est qu'en fait, dans les métiers purement féminins, comme dans les offices de tourisme, etc., les métiers d'accueil, ils sont moins rémunérés. Et donc, quand c'est des métiers qui sont uniquement genrés, et notamment féminins, c'est souvent moins rémunéré, puisque les femmes négocient moins leur salaire. C'est démontré par 1000 études qu'on le négocie moins et qu'en plus, que ce soit avant d'arriver en poste ou que ce soit en poste. Donc voilà, c'est plus ça. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment la question que tous les métiers soient mixtes, mais en tout cas qu'il n'y ait pas certains métiers qui soient moins rémunérés. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal lié à la question salariale. Si ça répond à votre question. Ouais. Est-ce que je peux me permettre? Moi, je parlerai peut-être d'égalité. Pour moi, je réponds à la première question. L'égalité des chances, en fait. Exactement. C'est avoir le droit, avoir cette égalité des chances de postuler, de progresser ou quoi que ce soit, à condition que je fasse la démonstration que j'honore toutes les conditions requises à la tâche, au poste. Je veux avoir cette égalité des chances-là et qu'elle soit... Voilà, donc homme-femme, à partir de là, effectivement, si c'est un métier qui requiert de devoir lever 500 kilos par jour, si tu es une femme et qu'elle est capable de le lever, super. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Est-ce que je peux te demander si tu avais un métier en particulier en tête? Bien sûr, bien sûr. Je savais pas qu'il fallait courir. On va lancer un débat. Non, oui, après, pas particulièrement, mais je pensais surtout au métier de bâtiment, être déménageur, déménageuses. Ouais. Oui, soulever des choses lourdes, etc. Enfin, des choses comme ça, généralement. Non, mais certaines fois, les recruteurs sont obligés d'être discriminants, entre guillemets. Enfin, pas obligés, mais généralement, c'est vrai qu'on vise plus les hommes dans ces métiers-là, quoi. Donc c'est pour ça que... Tout à fait. Après, je pense que je rejoins un petit peu l'intervention d'avant sur l'égalité des chances. Le déménagement... comme tous les métiers, je pense qu'il va y avoir besoin de différents profils. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui vont peut-être pas pouvoir soulever un piano de 600 kilos aussi efficacement qu'un homme qui va faire le double de leur poids. Par contre, elles vont peut-être être plus précautionneuses, plus soigneuses sur certains détails du déménagement. Je sais pas. Il y a des compétences en fait dans tous les postes qui sont requises. Et je pense en fait qu'en étant une femme, à partir du moment où on a envie d'exercer un métier, avoir la possibilité de postuler, de montrer les compétences qu'on peut apporter à ce métier-là, c'est important. D'avoir la chance de le faire et l'opportunité. Oui. Micro. Et ça sera la dernière, du coup, si ça vous va, parce qu'après, on va continuer aussi à dérouler pour présenter les montagnes, déjà. Alors, déjà, je m'excuse parce que je suis un peu tout seul avec mon camarade dans cet atelier. Ça nous fait plaisir quand même que vous soyez là. Mais en aucun cas, je représente mon genre aujourd'hui. Mais je me pose des questions sur la façon dont les choses sont amenées, parce que pour moi, c'était un atelier égalité homme-femme. Je sens une contrebalance défendre les femmes. Je ne fais aucun reproche, je fais un constat. Je ne me sens pas très à l'aise, du coup, en tant qu'homme, au sein de cet atelier. Je voulais juste dire ça. Et dire aussi que moi, par exemple, dans mon expérience dans notre structure d'OGD, on a une inégalité homme-femme, mais en faveur des femmes. Et on a extrêmement de difficultés à recruter des hommes. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et ce n'est pas une question de genre, c'est une question d'éducation. C'est-à-dire que les métiers du tourisme ont toujours été très orientés sur les femmes depuis qu'on est au collège, dans les orientations, etc. Et du coup, je pose une question, est-ce que les hommes ne sont pas éduqués de la mauvaise manière? De ce point de vue-là, je le fixe sur le tourisme en particulier, de ce point de vue-là, mais on peut le reporter à d'autres métiers. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a ces difficultés-là. Après, moi je constate que sur notre territoire, la femme a une grande place dans les métiers d'encadrement. Nous, les hommes sont en majorité présidents sur 5 offices.
mais sur les 5 offices, plus le CRT, plus le relais territorial, on a 4 femmes directrices, donc ce qui fait un peu plus de 50%. Et on a 3 hommes directeurs. Beaucoup de cadres sont des femmes au sein de ces structures. C'est peut-être aussi dû au fait que dans les métiers du tourisme, il y a moins d'hommes. Alors je ne dis pas qu'on est une exception, hein, mais j'ai un décalage avec le discours que j'entends. Peut-être que les statistiques disent que majoritairement ça se passe comme ça, mais j'ai comme une dualité parce que c'est pas une généralité. Ça se passe pas comme ça partout. En tout cas, dans le tourisme, il y a une vraie déperdition d'équilibre entre hommes et femmes, mais en faveur des femmes. Et du coup, nous, enfin, les hommes, enfin moi par exemple, j'ai dû m'adapter parce qu'on doit faire attention, parce que du coup maintenant avec la libération, MeToo, etc., eh ben, on est complètement stressé et on a peur. Ben, on a peur. Dès le premier compliment qu'on peut faire, on est complètement apeuré. Enfin voilà, je voulais juste donner mon ressenti. Vas-y. Après, déjà, il n'y a pas à être mal à l'aise dans ce type d'atelier, c'est OK en fait. Alors déjà, c'est plus tout ce que tu disais après sur la partie éducation, effectivement, enfin, on en parlait hier, effectivement, et on continue à avoir toujours une éducation genrée, etc. Alors, je ne sais même plus tous les propos qui ont été tenus. Du coup, pour y répondre, attends, je vais devoir ramper pour y... Je pense que l'égalité homme-femme, elle est dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle dans un sens, mais c'est vrai que dans certaines industries, ça peut être de l'autre aussi. Mais je pense qu'ultimement, ce à quoi on aspire, c'est une égalité d'accès, une égalité que je disais tout à l'heure. Ça, égalité de traitement des chances. Et, Voilà, et cela des ne veut chances, pas autant dire d'un bord que de l'autre. En fait, le critère du nombre de femmes, n'est pas forcément. C'est comme on le disait hier, c'est un système en fait. C'est pas les hommes contre les femmes. C'est pas ça le sujet en fait. Vraiment pas. En fait, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes dans un métier qu'on continue pas à quand même à perpétuer un système. Donc ça n'empêche pas, c'est ça en fait qu'on dénonce. Et ce qui n'empêche pas des fois que ce n'est pas OK, des fois les questions qui sont posées en entretien d'embauche par des femmes. Moi j'ai déjà eu le cas plus jeune où effectivement c'était une femme qui me faisait passer un entretien d'embauche et elle m'a posé des questions pas OK. Mais c'était une femme, ça n'empêche pas. Ça ne veut pas dire, c'est vraiment un système en fait qui empêche cette égalité des chances. Mais ça peut être perpétré comme femme comme homme. C'est plutôt ça. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. C'est OK ? Donc voilà, donc on en vient justement sur informer sur le sexisme. Donc ça peut être aussi des informations, des formations, des workshops, des conférences, des temps de parole et d'échanges voilà, sur la question en disant bah voilà pourquoi on n'échangerait pas aussi entre salariés EES et salariés ES pour dire justement quand est-ce que tu as été bien, pas bien, voilà, quelle situation était OK, pas OK. Et on parlait tout à l'heure de libérer la parole des femmes. On va reprendre notamment l'exemple du collectif Mountain Sister qui travaille à libérer la voix, comme tu le disais, VOIE ou VOIX. Et donc, tu vas nous en dire un peu plus sur ce collectif. Alors, du coup, les Mountain Sisters, c'est une association qui a été créée par 9 professionnels de la montagne en 2021. Et cette association, elle cherche à rassembler et à créer un collectif bienveillant, ouvert à la diversité et à l'inclusion. L'association, elle est ouverte à tous et à toutes. Donc on accepte avec plaisir en fait d'avoir des membres masculins et féminins. Le but de l'association, c'est de se connecter par-delà les massifs et les vallées, parce qu'on voit en fait que les professionnels de la montagne sont souvent un petit peu isolés. On a ce côté un petit peu lointain quand on est au fin fond de la montagne et qu'il faut faire 1 heure de route pour redescendre. Rendre plus visibles les expertises des femmes de montagne et leur donner confiance pour ouvrir leur propre voie, donc VOIX, VOIE. Donc aujourd'hui, nos actions, on a 5 actions phares. On a l'organisation de cercles de parole et de co-développement. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde, membres, non membres. Le but, c'est de venir pouvoir échanger ensemble sur des problématiques et trouver des solutions.
C'est la seule de nos actions qui n'est ouverte qu'aux femmes. Toutes les autres sont ouvertes aux hommes et aux femmes. Celle-là, on a souhaité préserver un environnement pour que les femmes puissent venir parler, se sentir en confiance. Donc c'est réservé vraiment aux femmes. On a la création de contenus dédiés, podcasts, prises de position, études, notamment l'étude sur la place des professionnels en montagne. On a eu le webinaire de restitution lundi dernier. Les résultats seront bientôt en ligne. Je vous encourage à aller les voir. Du coup, ça soulève pas mal de points. Effectivement, les inégalités hommes-femmes, elles vont dans les deux sens. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais grosso modo, on observe quand même qu'il y a moins de femmes sur les postes de direction statistiquement et que les salaires sont quand même inégaux encore à compétences égales. Le référencement et la valorisation d'expertes féminines lors d'interventions publiques. Donc on voit, c'est vrai que dans les différents événements, il y a souvent moins de femmes qui s'expriment que d'hommes. Donc aujourd'hui, on va aller référencer en fait ces expertes pour pouvoir proposer ces expertes d'intervenir sur différentes conférences. On met également en place des formations. Parce que les femmes aujourd'hui, elles osent moins s'exprimer en public. Donc c'est aussi pour ça qu'on les voit moins dans le paysage public. C'est pas forcément en fait qu'on leur laisse pas la place, c'est que quand on leur propose, elles osent pas, elles se sentent pas légitimes, elles ont l'impression en fait de pas être aptes à prendre la parole. Donc du coup, on les accompagne sur des formations pour pouvoir prendre confiance en elles et puis se sentir légitimes de venir exprimer leurs avis, parce que le partage d'avis, c'est quand même ce qui nous fait avancer. Donc plus on a de visions différentes et plus on fait avancer la machine. Donc que les femmes soient représentées aussi dans leur partage d'avis, on trouve que c'est important parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Et puis un réseau pro des Mountain Sisters. Donc il y a du référencement, de l'entraide, du mentoring. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous encourage aussi à le faire dans vos entreprises. Ça peut être du mentoring pour aider les plus jeunes qui arrivent dans la boîte avec des gens qui sont là depuis plus longtemps, ou créer des cercles pour que les gens puissent venir s'exprimer. Et ça peut être sur tous les sujets. C'est-à-dire que pas des sujets exclusivement féminins, mais peut-être des hommes qui ne se sentent pas à l'aise ou qui n'osent pas s'exprimer. Ou voilà. Je pense que c'est des sujets qu'il faut arriver à craquer et qu'on les aborde tous ensemble justement pour trouver des solutions. Hop. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est remonté en fait de l'étude. C'est que aujourd'hui, l'inégalité homme-femme, l'égalité homme-femme dans le secteur professionnel, c'est pas un tabou, mais c'est pas une priorité et c'est peut-être juste pas un sujet. C'est ce qu'on nous a répondu. Mais aujourd'hui, on voit que les chiffres, ils sont là quand même. Il y a quand même des choses sur lesquelles il faut qu'on arrive à travailler. Je pense que l'égalité des chances, nous, on a beaucoup de femmes en montagne qui voudraient par exemple travailler sur les remontées mécaniques, qui ne peuvent pas parce qu'elles n'ont pas accès, par exemple, à des toilettes. Et que c'est compliqué aujourd'hui de passer une journée en haut de la montagne, en haut d'un télésiège, sans pouvoir aller aux toilettes, surtout quand on a une période du mois qui peut être pas évidente. Donc voilà, c'est créer en fait aujourd'hui du confort pour les femmes, pour qu'elles puissent exercer des métiers qui sont passionnants et qui ne nécessitent pas une compétence d'homme exclusivement et dans lequel elles pourraient exceller. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais des formations. Quel type de formation vous proposez ? Alors, la prise de parole ? Alors, la prochaine, là, ça va être justement sur la voix, comment poser sa voix. Donc, on en a plusieurs qu'on n'a pas encore choisies. Soit la voix pour s'exprimer en public, soit la voix. Il y a des manières, en fait, de poser sa voix pour arriver à capter l'attention dans une réunion et faire en sorte que on nous écoute un petit peu plus. Voilà, il y a eu des études qui ont été menées sur le sujet, donc on aimerait bien proposer une formation en ce sens-là. Si vous avez des questions sur le collectif des Mountain Sisters, n'hésitez pas pour en savoir plus aussi sur ce dispositif, parce que moi j'en ai d'autres. Qu'est-ce que ça favorise, les cercles de non-mixité ? On en parlait. Qu'est-ce que ça favorise ? C'est simplement pour que les femmes puissent vraiment venir s'exprimer librement. On a eu
On a eu des retours où c'est vrai que les femmes nous disaient qu'elles étaient quand même plus à l'aise de pouvoir venir en parler. Elles ont souvent peur en fait d'être assimilées à des féministes ou des choses comme ça, parce que voilà, il y en a qui ne se sentent pas dans cette mouvance-là. Et en même temps, l'association se voulait vraiment inclusive et ouverte à tous et à toutes. Donc le but, c'était de pouvoir leur permettre de garder un espace dans lequel elles pouvaient venir déposer, mais en même temps de laisser ouvert toutes nos autres actions en fait à tout le monde. Et est-ce que vous avez toujours de la censure ou des retenues de vos adhérentes du collectif Mountain Sister pour prendre la parole à l'extérieur? Enfin, tu parlais de l'annuaire des expertes. Oui, alors c'est vrai que maintenant on commence à être un petit peu plus connu en Savoie, Haute-Savoie, donc on nous interroge assez régulièrement pour faire des interventions. C'est toujours difficile de convaincre en fait des femmes qui n'ont pas eu l'habitude ou qui ne se sentent pas légitimes de pouvoir intervenir. Mais on travaille dessus et puis je pense que c'est un travail du quotidien. Moi-même, c'est toujours un exercice difficile de monter sur scène et de m'exprimer devant une assemblée. Donc je pense que c'est pas quelque chose auquel on s'habitue. Et on invite également nos membres à se référencer sur une plateforme qui s'appelle lesexpertes.com, qui référence les expertises féminines et qui est ouverte à tout le monde. Donc du coup, journalistes, organisateurs d'événements peuvent aller aujourd'hui chercher des expertes sur cette plateforme. Je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. Alors, on avait aussi envie de parler de ça. Aussi, c'est l'idée de aussi mettre en avant des figures inspirantes féminines, si vous en avez dans vos entreprises, etc., les directrices, ou voilà, mettre en avant aussi ces figures-là, puisque c'est ce qu'on se disait, en fait, en politique, en sport, c'est un peu plus rare, du coup, de vraiment mettre en avant des figures, des fois, même en tourisme, en fait, plus dans le public, il y en a, mais dans le privé, on cherche un peu des fois voilà, les grandes figures, etc. Donc vraiment mettre en avant des figures inspirantes de vos structures, mais ça peut être aussi pour les campagnes grand public, où aussi on peut mettre en avant des femmes viticultrices, voilà, enfin vraiment des femmes qui peuvent être inspirantes sur le territoire. Peut-être tu peux juste commenter le chiffre que tu feras mieux que moi sur le 35%. Oui, il y a 35% des femmes en fait qui citent leur mère en rôle modèle. Et voilà, on trouvait que c'était un chiffre intéressant. Aujourd'hui, le but, c'est pas de ne mettre en avant que des femmes, mais c'est vrai que les jeunes filles ont souvent moins de rôles modèles qu'elles vont citer, et elles citent souvent des rôles modèles masculins, ce qui en soi n'est pas un problème, mais on souhaiterait quand même qu'elles puissent avoir un univers et un panel qui soit un petit peu mieux achalandé dans de la mixité, et qu'elles puissent choisir des rôles modèles aussi qui leur ressemblent. On a le même problème avec les poupées blanches et les poupées noires pour les enfants. C'est pareil, à partir du moment où on propose en fait plus de choix et plus de choses, ça ouvre un peu les perspectives en fait pour les enfants qui vont un petit peu créer leur futur à partir de ces rôles modèles et pouvoir se projeter, tout simplement. Me dépêche parce que je vois que ça avance. Alors, à travers la communication, là, j'avais pris un exemple d'une marque Bleu Libellule qui a mis en place du coup des petites vidéos en fait de leurs collaboratrices à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la logistique, de la direction, etc. Donc, c'était pour mettre en avant en fait tous ces métiers-là. Je vais la passer parce que je vois qu'il y a 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. L'égalité des salaires, parce que ça, je voulais en parler absolument. Sur l'égalité des salaires, l'idée, c'est vraiment de mettre en place d'autres types de dispositifs. Sébastien Garcin aussi, qui était là hier dans son entreprise, il a mis en place des commissions, en fait, et ils discutent collectivement des augmentations de salaire. Et en fait, c'est pas parce que la personne demande, enfin, en fait, ils partent pas du principe qu'on leur doit demander pour avoir. Eh ben non, en fait, ils partent du principe que ils regardent selon un index les écarts entre les salaires, etc. Et puis ils augmentent, voilà, selon l'ancienneté, selon l'année qui a été suivie, etc. Et ils essayent de faire quelque chose le plus égalitaire possible, mais ils mettent en place des commissions. Ils n'attendent pas que ce soit les personnes qui demandent, mais voilà, ils font d'un point de vue plus différent, et ils mettent en place un suivi effectivement des écarts de salaire. Oui. C'est le middle management, enfin du coup direction et middle management, ouais. Et où il y a des femmes. Ouais. Et donc les salaires sont partagés entre ces personnes. Ils connaissent
Les salaires sont partagés, pardon. Donc, en fait, cette commission est au courant des salaires de tout le monde. Oui, de tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais, après, c'est une petite structure, mais... On voulait aussi parler de... Alors, peut-être les salaires, il y avait peut-être d'autres choses à redire. Alors là, j'ai pris que 2 exemples très rapides et qui pouvaient être relativement faciles à mettre en place, mais il en existe plein. Hein. Il y avait d'autres choses. Sur la parentalité en entreprise, ça, je voulais en parler absolument. C'est vrai qu'il y a plein de choses à faire sur la parentalité en entreprise. On se redisait, on reprenait des exemples dans d'autres pays comme quoi il est possible. En Finlande, notamment, il y a 7 mois de congé parental, hein, pour la mère comme pour le père. Notamment, il y a aussi les hommes au foyer 2 fois plus nombreux aux États-Unis depuis 25 ans. Donc, on montre aussi que, nous, certes, on a 1 mois maintenant, mais ça reste quand même léger. Et donc, très léger pour les hommes. Et en fait, ce qui est montré en fait dans les différentes études, c'est que quand on donne plus de temps pour les pères, cela permet plus de temps pour la mère aussi, et plus de liberté dans le travail pour la mère. Donc c'est important d'avoir juste cette relation de cause à effet. Alors ça, c'est une slide en fait sur les chiffres aussi de notre étude. Donc il y a 1 mère sur 3 qui considère l'emploi comme un frein à la parentalité. Moi, je préfère en fait le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que la parentalité peut être un frein à l'emploi. Je pense qu'on revient en fait aussi sur la problème de structure d'accueil aujourd'hui. On n'est pas dans le milieu du tourisme, on bosse sur des week-ends, on bosse sur des périodes de vacances scolaires, et souvent on n'a pas forcément les structures pour pouvoir accueillir convenablement les enfants des parents qui travaillent sur ces moments-là. Il y a 60% des hommes qui pensent l'inverse. Donc ça, c'est un chiffre qu'on a récolté sur notre étude menée en montagne. Et 7 fois plus de femmes que d'hommes font face à des réactions négatives de la part de leur direction à l'annonce de l'arrivée d'un enfant. Donc une réaction négative, c'est pas forcément « oh bah mince, t'es enceinte », mais ça peut être « oulala, comment je vais faire pour recruter ?» C'est vrai que c'est quelque chose, quand on est femme, à ce moment-là, c'est un moment qui est quand même censé être heureux. Il y a aussi cette problématique de se dire il va falloir la remplacer dans l'entreprise. Donc c'est des dualités qui sont compliquées. On comprend les problématiques, mais voilà, pensez aussi que ces réactions-là, en fait, elles peuvent être importantes. Voilà. Et 7 femmes sur 10 qui pensent que le congé parental est inégalement réparti entre 5 hommes sur 10. Donc, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, la flexibilité donnée au père donne par conséquence de la flexibilité aux femmes ou à l'autre personne du couple, d'ailleurs. Donc, par exemple, éviter les réunions ou événements les plus importants de l'entreprise et avant 9h ou après 17h. Sincèrement, c'est donner aussi la chance à tout le monde de pouvoir y accéder, quoi. On n'y pense pas assez souvent. Des fois, on se dit si tout le monde est d'accord. Mais sauf que des fois, certaines personnes n'osent pas dire qu'elles ne peuvent pas. Donc, elles vont prendre sur elles, ça va être compliqué, etc. Mais juste ça, c'est un principe simple, normalement, et qu'on peut mettre en place. Moi, je vis au Québec, j'ai un enfant. Il est grand maintenant, mais quand j'étais quand il était plus petit et que j'avais une rencontre tôt le matin, je disais juste à mon mari, ce matin, c'est toi qui vas t'occuper d'emmener David à la garderie, c'est tout. Je veux dire, c'est pas non plus très compliqué. Il faut nous aussi, dans nos milieux, dans notre milieu familial, arrêter de penser qu'on est la boniche de service et que le père a sa pleine place, il faut lui donner aussi au papa cette place-là. Là, c'est dans pour l'éducation, les deux, dans le travail. pour les hommes comme pour les femmes, oui, les réunions avant ou après. Tout à fait. C'est pour les hommes comme pour les femmes. Ouais. Ok. Ouais. Ça leur permet. Alors, je voulais juste donner un petit exemple drôle. C'était en Grande-Bretagne, il y avait une entreprise qui en fait se rendait compte que les hommes rentraient tard à la maison et ils avaient des réflexions par les femmes lors de congés de Noël, etc. C'est un métier exclusivement masculin. Et en fait, l'entreprise dit ok, nous on va arrêter à 18h, tout le monde dehors, on va arrêter les heures sup, etc. Sauf que du coup, les femmes reviennent au prochain événement et elles disent non, en fait, on les a pas plus vus, ils n'étaient pas là avant 20h, 20h30, en fait, ils allaient au pub. Alors là, c'est vraiment du cliché, voilà. Mais du coup, c'est juste marrant de se dire ça. C'est le contre-exemple. Là, c'est le contre-exemple. Mais c'est vraiment pour les hommes comme pour les femmes, en fait. C'est le permettre qu'effectivement, puisque si en fait on a tous les deux des réunions le matin ou tous les deux des réunions tard le soir, c'est not possible. Du coup, l'idée, c'est vraiment pour les hommes comme pour les femmes. Vraiment.
Et puis au-delà de ça, pour les gens qui n'ont pas d'enfants aussi et qui ont envie Exactement. d'avoir une vie après le travail. Qui ont envie d'aller boire un coup. Boire un coup, je sais pas, ils font du modélisme, ils sont artistes, ils font du théâtre. Exactement. Voilà, je pense que c'est important en fait simplement sur le temps libre et on en revient un petit peu aux centres d'intérêt qui sont très personnels. Il y a des gens qui ont des enfants, d'autres qui en ont pas. Il y en a qui partagent les tâches dans le couple, d'autres pas. C'est très personnel comme réflexion, mais il faut que le travail en tout cas laisse la place pour pouvoir organiser sa journée aussi de manière personnelle autour de ces centres d'intérêt. Il y avait une question ou peut-être une remarque? C'est pour l'enregistrement, c'est obligatoire, mais désolé. Oui, en fait, je voulais juste rajouter que quand on est cadre, en fait, on a une double contrainte quand on a un enfant et quand on se permet de partir à 4h30 pour aller chercher la gamine parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, même si on est arrivé à 7h du matin, on se prend des réflexions parce qu'en tant que cadre, donc on a choisi d'être cadre et d'être mère, donc on se démerde. C'est du vécu. Je pense qu'aussi il y a un problème de présentéisme qui est très français. Oui. Et ça qui vaut pour les hommes et pour les femmes. Dans d'autres pays, effectivement, en Australie, en Nouvelle-Zélande, effectivement, quand tu fais des heures sup, justement, c'est mal vu. On va dire, c'est pas OK, ton plan de charge est trop chargé, etc. Alors qu'effectivement, nous, si on fait des heures, c'est bien vu. Ça, c'est encore une perception très européenne. Aussi sur assouplir la frontière entre la vie professionnelle et vie perso, ce qu'on avait retenu, c'était notamment les conciergeries d'entreprise, les relais colis, les paniers de marché, c'est des petits trucs sympas à mettre en place et ça permet de mettre en relation avec un prestataire et nous, c'est ce qu'on faisait au niveau de notre entreprise. Effectivement, on a des paniers du marché. Déjà, on gagne du temps, ça permet des tarifs préférentiels, etc. Et on gagne un peu de temps sur la vie domestique. Voilà. Et au lieu d'aller chercher son panier de légumes, on le reçoit au travail et c'est sympa. J'avais remis aussi notamment pour des collègues féminines qui reviennent d'un congé maternité, des salles pour tirer son lait, parce que dans les chiottes et tout, quand on est en train de faire ça, c'est juste impossible. Donc voilà, c'est juste peut-être instaurer un petit créneau et voilà où la personne peut être tranquille et au calme, quoi. Pardon, hop. Alors, on avait mis une vidéo de Sébastien qui est intervenu hier, Sébastien Garcin, pour savoir un peu ce qu'il a mis en place, lui, dans son entreprise en tant qu'égalité femmes-hommes. On va vous la mettre un petit peu, on va peut-être vous l'arrêter avant la fin, je suis désolée, parce qu'elle dure une 5 bonnes minutes. Donc voilà, comme je vois que l'heure tourne, il reste 7 minutes, et on voulait quand même avoir vos avis et vos retours. On vous la met, on vous la met pas, on met un petit truc, ça va être frustrant, mais on la met quand même. Allez, un petit bout. Sébastien Garcin, je suis cofondateur de Wiser, YZR. Wiser, c'est une start-up, on est éditeur de logiciels. On fait un logiciel à base d'intelligence artificielle qui automatise des processus de mise en qualité de données pour essentiellement des clients distributeurs, entre autres Leroy Merlin, Decathlon ou Monoprix. Donc on est une équipe. Aujourd'hui, on est une équipe d'une trentaine de personnes. On est monté à certaines étapes du développement de la boîte à 50. Ce qu'on fait au sujet de l'égalité homme-femme, déjà dans le projet de Wiser, de base, avec mon associé, on a décidé que Wiser serait une équipe à parité exacte. C'est-à-dire que dans l'effectif, on a moitié homme, moitié femme. Alors bon, ça c'est pas toujours exact, mais ça c'est un chiffre qu'on suit. Et monter une boîte de tech à parité exacte, ça se fait pas tout seul. Ça se décide. Ça c'est la première chose à faire. La première chose à faire, c'est de le décider. De le décider entre personnes qui ont le pouvoir de prendre cette décision. Il se trouve que quand on fonde une petite boîte, on a ce pouvoir-là. Et deuxièmement, il y a des choses à mettre en place. Donc, dans mon secteur, quand vous postez une offre d'emploi pour un ingénieur data ou un data scientist, vous avez facilement 90% de réponses sont des hommes et 10% sont des femmes. Quand vous commanditez un chasseur de tête sur un job donné, les taux sont à peine meilleurs. Donc, si vous voulez autant de femmes que d'hommes dans la boîte, il faut mettre en place des quotas. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est un système de discrimination intentionnelle. C'est-à-dire que sur certains jobs, on décide que sur ce job-là, ça sera une femme et pas un homme.
en fonction par exemple, dans l'équipe dirigeante, à un moment, au tout début, on était 2 hommes. Et puis, on a été 3 hommes. Et là, j'ai dit stop, la prochaine personne qu'on recrute qui sera au niveau de l'équipe dirigeante, il faut absolument que ce soit une femme. Je ne veux pas d'un comité de direction qui soit 100% masculin. Et on l'a fait ça aux différents étages ou équipes de la boîte. Désolée, je coupe comme ça de manière un peu arbitraire parce que la vidéo dure 5 minutes. Il revenait aussi sur les commissions dont je vous ai parlé, sur le salaire et notamment aussi des groupes. Il met en place aussi des temps d'échange en fait avec ses salariés hommes comme femmes pour savoir au moment où il y a eu des situations pas OK ou voilà où les femmes se sont pas senties bien, etc. Donc voilà ce qu'il peut mettre en place. Comment ça se passera dans le tourisme demain pour le sujet de l'égalité femmes-hommes? On a voulu redonner un chiffre, en tout cas le chiffre vient des montagnes, merci. En 2050, il y aura autant de femmes que d'hommes sur Terre. Donc plus de femmes que d'hommes en 2050, en tout cas dans la vie active, il y en aura encore plus. Donc voilà ce qui devrait aussi changer les choses. Et Clémence et les Mountain Sisters, elles avaient aussi une réflexion intéressante sur le genre, qui devient aussi de plus en plus qui n'est de plus en plus pas un critère, en tout cas pour la génération Z. C'est ça, en fait, aujourd'hui, en fait, le genre tel qu'on le connaît, il est amené à évoluer. On le voit avec les nouvelles générations qui débarquent sur le monde du travail et qui ont moins cette vision binaire du genre. Il faut savoir que le sexe, c'est un caractère physique, physiologique, biologique. Par contre, le genre, c'est un processus social. Et ce processus social, il est en train d'être un peu bousculé par ces nouvelles générations. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. Donc, c'est pour ça que la réflexion aussi qu'on a aujourd'hui sur l'égalité et cette parité, je pense qu'elle va être beaucoup bousculée par les nouvelles générations qui arrivent et qui finalement voient moins en fait cette différence parce que la frontière pour eux de genre est beaucoup plus floue en fait. Ils ont moins cet aspect binaire. Je vous montre juste en fait la petite vidéo de Virgin Atlantic qui est la première entreprise de navigation qui a mis en place des uniformes non genrés. Donc les hommes ou les femmes peuvent avoir des uniformes en fait, soit jupe, soit pantalon, et ils ont un petit badge qui leur dit, qui indique en fait à la personne en face comment s'adresser à eux. Donc i, she, yel en français aussi pour les non genrés. Voilà. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Parce que ça va nous faire revoir un petit peu tout notre concept de genre, que ce soit dans l'embauche, que ce soit dans la parité au travail, la parité des postes, comment va faire la personne qu'on a vue précédemment quand il va embaucher un homme mais qui s'identifiera en tant que femme, comment il le met dans ses quotas. Est-ce que du coup est-ce qu'il va mettre un quota pour les personnes non genrées, enfin voilà. Donc il y a toute une réflexion à avoir. C'est pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. C'est tout un panel en fait de genre. On parlait vraiment d'égalité des chances et je pense qu'en fait c'est ça. C'est les égalités des chances pour tous, pour toutes, pour qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on vienne d'un endroit, d'un autre. C'est ça qui est important et qui est fondamental aujourd'hui dans notre société. Très bien. Je ne peux pas conclure mieux que ça. Ce qu'on a fait aussi, c'est, je vous ai affiché en fait une cartographie qui vient de Vendredi, une start-up sociale, enfin Vendredi et plusieurs autres start-up qui ont mis en place une cartographie avec 80 mesures en fait pour favoriser le traitement des hommes et des femmes au sein de son entreprise. Et du coup, ça donne plein de mesures, que ce soit sur la parentalité, que ce soit sur les salaires, etc. Donc si ça vous dit, vous pourrez en tout cas les checker et puis voilà, les prendre en photo. De toute façon, c'est disponible sur Internet également. Mais voilà, si vous voulez jeter un œil quand vous sortirez, c'est à votre disposition. Vous aviez des questions, des compléments à apporter. Je vois, il est 15h30 pile poil. On prend les questions qui arrivent. Alors, j'ai pas une question. Par contre, j'ai juste un constat ou une observation à faire. Je suis à la fois très... j'ai fait énormément la fête et très peu dormi, donc j'ai une voix un peu très enrouée. Je suis à la fois très positive sur les 2 jours que je viens de vivre et à la fois très triste. Je m'explique. Je suis très positive et très enthousiaste parce qu'enfin, on a parlé de la moitié de l'humanité. J'ai fait plein de thé de peau. J'adore mes collègues masculins avec qui je suis hyper copine. Et je me dis, voilà, enfin, on a parlé de notre place à nous avec votre approche hier matin qui était hyper intelligente. Vous n'avez pas
mis les hommes contre les femmes. Vous avez parlé d'un système, c'était vraiment très bien fait, encore bravo, c'était super. Donc, je suis positive parce que voilà, on a parlé de trucs incroyables, de règles, d'endométriose, enfin, c'était vraiment incroyable. Et ça, il y a quelques années, c'était impossible d'en parler. Donc, ça, c'est vraiment le côté très, très enthousiasmant des rencontres d'aujourd'hui. Mais là où je suis hyper triste, c'est que j'ai fait les 3 ateliers les plus féministes là, de toute la programmation, de hier après-midi et celui-là. Il n'y a pas d'hommes. Bah ça. Merci. Il y en a 2. Merci, messieurs. Il y en avait oui. un, je crois, oui. Sur les réseaux sociaux. Il y en avait un qui dormait. Celui hier sur le voyage en solo, il était tout seul et il dormait. Ouais. Merci à vous. En revanche, on n'y arrivera pas. Hein. Non. On n'y arrivera pas. C'est pour ça, notamment, qu'on avait proposé une conférence en plénière. Absolument. Pour que déjà, on s'est dit, on va même fermer les portes, on va bloquer. Non, on s'est dit, ça va aller trop loin. Là, je suis hyper triste parce qu'on est en 2023. Si toute cette question-là n'intéresse jamais nos collègues, mais on n'y arrivera pas. C'est pas nous qui allons faire gagner la cause d'une égalité qui n'est même pas une supériorité. On veut juste une égalité, exactement, une fraternité, des alliés, ce que vous avez expliqué très justement hier. Mais si on n'est pas aidé par vous, je ne vois pas comment on peut y arriver. Donc là, pour le coup, je suis vraiment très triste. Vous n'êtes pas là. Merci encore à vous, vraiment. Merci pour cette intervention. Moi, je voulais simplement jeter un espoir au milieu de cette scène. Moi, je pense qu'on va y arriver. Moi, c'est plutôt aux enfants que je pense. On a peut-être des neveux, nièces, enfants voilà, autour de nous. Et si nous, on est des passeurs, peut-être que eux, ils vont arriver à rectifier le tir. Et je pense qu'il faut qu'on ramène tout ça dans l'univers professionnel, bien sûr, mais aussi dans l'éducation des plus jeunes. Voilà. Tout à fait. L'importance de l'éducation. Il y a une question, peut-être une remarque ? Du coup, bonjour. Je vais rester là, ça évitera de... moi, je suis du coup alternante dans une entreprise qui est super. J'y travaille depuis 5 ans, tous les étés, je suis trop contente. C'est que des femmes, présidentes, directrices, donc il n'y a qu'un seul homme. Et alors moi, j'ai pas peur de dire que je suis féministe, parce que pour moi, féministe, c'est pas tout ce qu'on peut imaginer. Je suis pas un monstre ou je ne sais quoi. Je ne déteste pas les hommes, loin de là. Je veux juste l'égalité. Et justement, moi, je vous remercie beaucoup parce que j'ai pas pu assister aux autres. On m'a interdit. Je n'ai pas pu choisir. Donc, j'ai mis un veto pour celui-là. J'ai dit je ne changerai pas. Et du coup, merci beaucoup parce que pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, ce genre de choses. Et justement, le fait qu'on soit très peu m'a choquée quand je suis arrivée. Je me suis dit bon, ben super. Alors, je pense que jeudi après-midi, en règle générale, on est très peu. D'accord. Ok. On est moins. Mais il doit y avoir des ateliers plus remplis. Mais voilà, du coup, merci beaucoup. Même les chiffres que vous avez montrés, c'était vraiment top. Moi, je voulais juste apporter mon côté un peu positif là-dessus. Et moi aussi, j'ai de l'espoir, notamment avec mes copines avec qui on discute, etc. On est... je parle pas de j'ai 22 ans, donc voilà, mais du moins toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, même des plus jeunes, etc. Il y a quand même une ouverture d'esprit, même si on n'est pas d'accord. Il y a quand même une certaine ouverture d'esprit, au moins de débat. Donc c'est vrai que ne serait-ce que le débat, même si on n'est pas d'accord, ça permet justement de comprendre un petit peu comment pensent les autres. Et voilà, donc j'ai un peu espoir, moi, pour la suite. Je croise les doigts, en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires ? Bonjour. Moi, je voulais vraiment vous remercier, effectivement, d'avoir insisté pour que vous ayez un temps de parole sur les plénières. Parce que pour avoir discuté avec des collègues en dehors, quand on dit qu'on va à un atelier, celui-ci, on m'a dit mais pourquoi faire ? Enfin, pourquoi tu y vas encore ? Ils vont encore parler des femmes, le fait qu'on les écoute pas assez, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus dire que vous êtes jolie. En fait, on s'en fout. Vous n'avez pas à nous dire qu'on est jolie. Je suis désolée. Quand on est dans le monde du travail, moi, je préfère que tu me dises que j'ai bien fait ma tâche, que j'ai bien fait mon job, que je réponds à tes attentes. Je m'en fous que tu trouves ma robe jolie, que tu trouves mon rouge à lèvres joli. J'en ai rien à faire. Donc franchement, voilà, quand j'entends certaines choses encore dans les couloirs ou dans les discussions de choses, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus vous faire de compliments, mais franchement,
heureusement qu'on en est là et heureusement qu'on peut enfin dire oui, on s'en fout de vos compliments, franchement. Enfin, moi, j'en suis là. Ça fait 5 ans que je suis dans une entreprise. Les remarques, il y en a tout le temps, tous les jours. T'as mis une jolie robe, elle est pour qui? T'as un rendez-vous, tu sors en extérieur? Non, en fait, j'ai juste mis une jolie robe et c'est tout. Voilà. C'est pour moi. Voilà, c'est juste pour moi. Donc, merci d'avoir pris la place sur une plénière. Merci d'avoir fait entendre cette voix-là parce que, comme on l'a dit, les amphis sont un peu vides quand on commence à parler des femmes en règle générale. Donc, merci. Merci beaucoup, en tout cas, à celles et à ceux qui ont assisté à l'atelier. En tout cas, on verra donc le tourisme de demain avec une égalité femmes-hommes. On n'espère pas que ça va attendre 200 ans, qu'on va tout mettre en place, en tout cas, pour que ça... Ouais, 500, oui, 500. Oh là là, j'arrive pas à me l'imprimer, ça en tête. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour vos retours. Merci d'avoir été présente. Merci beaucoup à Clémence aussi. N'hésitez pas aussi à venir échanger avec nous à la fin de l'atelier. Et bonne fin de rencontre pour la conclusion qui sera là à 15h45. Merci.